Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça marche pas. OK, si. Bonsoir, si j'avais quelques problèmes de microphone, mais apparemment tout semble fonctionner. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire. Ce soir avec une nouvelle thématique, une nouvelle destination dont on n'a pas parlé depuis quelques temps. On repart un petit peu en Amazonie après avoir déjà parlé régulièrement de destinations polaires. L'Amazonie qui pour nous est une destination importante, hein, sur laquelle on se développe de plus en plus parce qu'elle a cet aspect un petit peu d'exploration, de découverte de terres lointaines et un peu inexplorées, et c'est ça qui va nous intéresser. On va patienter juste quelques petites secondes, le temps que tout le monde ait le temps de se connecter. Mais voilà, en tout cas, sachez que pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, un Grands Espaces, c'est 25 ans d'histoire, 25 ans d'exploration dans ces destinations naturelles lointaines, principalement polaires. La société Grands Espaces a été fondée par Christian Kempf, dont vous avez sans doute déjà entendu parler si vous nous suivez depuis quelques temps, qui lui explore ces régions polaires depuis une cinquantaine d'années. Donc, au fur et à mesure, on a voulu ouvrir vers d'autres destinations que le polaire, notamment avec l'Amazonie, mais aussi l'Afrique et d'autres destinations chaudes, justement pour pouvoir vous proposer d'autres choses, mais avec notre philosophie, c'est-à-dire notre esprit de voyage, notre esprit de nature, de découverte, d'émerveillement, et puis avec toujours nos équipes de guides qui sont là pour vous accompagner, vous faire découvrir, vous faire comprendre ces régions lointaines. Aujourd'hui, donc, on va parler un petit peu d'Amazonie, qui est une destination qui, à titre personnel aussi, me tient un petit peu à cœur, parce que j'ai vécu dans cette région pendant 4 ans. Donc voilà, j'ai le plaisir de vous en parler un petit peu plus aujourd'hui. Déjà une petite carte pour situer, parce que l'Amazonie, c'est gigantesque, bien sûr, il y a beaucoup de pays aussi qui sont impliqués. Là, on va parler principalement de l'Amazonie brésilienne. Je vous ai mis 3 points ici, que sont Manaus, Belém et Leticia tout à l'ouest. Belém, qui est la région, enfin la ville, où l'Amazone va se jeter dans l'océan, et Manaus, qui est le point de départ de 2 de nos voyages, dont je vais revenir un petit peu dessus. Mais voilà, c'est principalement là que s'organisent nos voyages. Et ensuite Leticia, qui est une ville colombienne, qui est la ville des 3 frontières, qui s'appelle Tabatinga, du côté brésilien. 3 frontières, donc entre Colombie, Pérou et Brésil. Et c'est important puisque l'un de nos voyages est concentré là-dessus, sur cette région. Donc cette Amazonie, souvent on pense à cet enfer vert. L'Amazonie, en réalité, a plein de visages, plein de facettes, et c'est ce qu'on va pouvoir découvrir au cours de ces voyages. Ces paysages d'eau miroir, avec notamment ici le Rio Negro. Je vais en montrer un petit peu plus sur la carte après. La faune, bien sûr, ici les haras, mais aussi ça peut être des paresseux, des singes, beaucoup d'oiseaux évidemment, mais aussi de la faune avec des dauphins, etc. Donc beaucoup de choses à voir. Et puis aussi des paysages uniques. Ici, vous avez cette photo qui représente la rencontre des eaux entre le fleuve Rio Negro et le fleuve Amazone. En fait, le Rio Negro qui arrive par le nord de l'Amazonie. En fait, si on regarde ici Manaus, on voit ce fleuve qui part au nord de Manaus, c'est le Rio Negro, et qui vient se jeter donc dans l'Amazone, au niveau de Manaus. Et ce qui fait qu'on a cette rencontre des eaux qui, sur des kilomètres et des kilomètres, les 2 fleuves se rencontrent et ne se mélangent pas. On a l'Amazone d'un côté chargée d'alluvions, avec ses eaux très limoneuses, et qui vient donc se rencontrer avec le Rio Negro, avec des eaux plus claires, plus acides notamment. Manaus, qui est le point de départ donc, de nombreux de nos voyages à bord de la Jangada, qui est une ville un petit peu folle. Il faut dire qu'elle est née à la grande époque du caoutchouc. La grande richesse de l'Amazonie, de cette région, c'était venue du caoutchouc, avant que les arbres soient ensuite plantés, notamment en Indonésie, et que ce marché périsse dans cette région-là. Et on a construit, du coup, au milieu de la forêt, cette ville de Manaus, au 19e siècle, qui voulait être un petit peu le Paris des tropiques. Voilà quelques images un petit peu plus d'époque, on est dans les années 1940 là. Et pour vous donner un peu une idée de cette ville complètement folle, c'était la première ville du Brésil qui possédait le tramway. Ça vous donne un petit peu une idée. Il faut se dire que Manaus, on est vraiment perdu au milieu de la forêt, il n'y a pas de route qui rejoigne. Tout se faisait ou tout se fait encore majoritairement par le fleuve. Et donc c'était l'époque de la grande richesse de cette ville. Vous voyez, c'était vraiment une inspiration très Paris, belle époque, avec les arbres taillés, les grandes allées très droites. Malheureusement, comme beaucoup de villes du Brésil, la protection de ce patrimoine est généralement malheureusement pas très bien faite. Manaus, malheureusement, confirme un petit peu cela, puisque
pas grand-chose a été conservé, si ce n'est quelques bâtiments de l'époque, le palace du gouverneur, et aussi du coup ce théâtre Manaus, cet opéra, où beaucoup d'opéras d'ailleurs ont été joués. Encore aujourd'hui, il y a de l'activité. Et en termes d'architecture, plusieurs inspirations dedans, avec un petit peu d'inspiration d'opéra Garnier, des tapisseries qui viennent du Portugal, d'Italie, de France. Et puis, si on regarde sous la coupole, d'ailleurs, on peut remarquer les 4 pieds de la Tour Eiffel. Donc voilà, c'est un lieu qui est très très beau. Il y a une espèce de climatisation. Ils ont fait tout un système en fait d'ouverture qui permet de rafraîchir l'air qui rentre. C'est très intéressant et c'est un très très bel endroit. Donc, on repart un petit peu sur les cartes. Je vais vous parler d'abord d'un premier programme dans cette Amazonie qu'on appelle le programme des 3 frontières, donc qui part de Manaus et qui va jusqu'à Leticia ou Tabatinga, donc ces fameuses 3 frontières, qui va dans ce sens-là ou qui en revient, et qui est un voyage au long cours, donc de 1750 km sur le fleuve Amazone, qui a vraiment cet avantage de pouvoir présenter plein de faces, plein de visages de cette Amazonie. Tout au long du fleuve, il faut bien imaginer une chose, c'est que ce fleuve, c'est là où les gens habitent. C'est-à-dire que c'est là où on va voir les communautés, voir les villages, puisque ce fleuve, c'est un peu la route principale, et qu'ensuite, on a les petits affluents qui vont être des petites routes départementales, presque finalement. Mais voilà, toute la vie s'organise autour de ce fleuve. C'est là où les bateaux de transport passent, etc. Donc, on va pouvoir observer tout cela autour de ce voyage. Il faut savoir que ce voyage, en particulier donc les 3 frontières, c'est un voyage qui a nécessité 6 mois de repérage, beaucoup de relations avec les communautés locales, pour pouvoir créer vraiment quelque chose d'unique et d'authentique, étant donné que ici personne ne va. On est globalement les seuls à aller dans cette région-là, et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Maintenant, le voyage est extrêmement bien rodé. On va pouvoir aller à la rencontre de populations locales comme les Ticunas et les Matis, donc qui sont des Amérindiens, et qui vont pendant les sorties, pendant les rencontres avec eux, on va pouvoir partager des moments extrêmement uniques et privilégiés. Partager des moments de rituels, ils vont pouvoir nous raconter un petit peu justement ces rituels. Ils vont être aussi nos guides dans leur forêt, qui est leur pharmacie, qui est leur terrain de chasse, qui est donc leur supermarché, et qui ont une connaissance vraiment éblouissante sur cette forêt qui, pour nous, quand on arrive et quand on marche dans cette forêt, on voit beaucoup de choses, mais on ne comprend pas forcément tout, forcément. Mais c'est vrai qu'eux ont cette capacité, ils ont en tout cas cette connaissance qui est tout à fait fascinante de pouvoir nous montrer les plantes médicinales, de pouvoir nous montrer des fourmis qui vont avoir des facultés particulières. Et puis aussi, après, ils ont une capacité de voir la faune aussi qui est tout à fait exceptionnelle. Nous, on peut marcher en forêt quasiment sans rien voir, et eux peuvent s'arrêter plein de fois pour nous montrer un oiseau, un petit singe, parfois si on a de la chance, un paresseux, etc. Donc ce sont vraiment des moments de rencontre dans leur forêt, dans leur environnement, et on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement authentique. C'est-à-dire qu'extrêmement peu de personnes vont rencontrer ces populations-là. Et c'est ça qui est vraiment unique, et ça offre, on se sent vraiment extrêmement privilégié d'être avec eux. On a l'occasion de partager vraiment des moments très forts. On va aussi bien sûr aller la découvrir, cette forêt qui est immense, bien sûr, et on va pouvoir donc aller s'approcher de cette nature vraiment luxuriante. Il faut bien imaginer une chose aussi, la faune est très présente, on l'entend, on entend les oiseaux, on entend les feuilles bouger, etc. Par contre, cette faune est toujours un petit peu difficile à observer. C'est là où les guides sont là justement ils ont l'habitude, mais aussi, il faut dire, de très très bons yeux, comme on a parfois sur nos voyages polaires avec d'excellents guides pour spotter les ours. Et bien là, ils ont d'excellents yeux et d'excellentes habilités pour trouver justement cette faune et pouvoir nous la montrer. Alors souvent, elle est un petit peu lointaine, il faut prendre des jumelles, regarder, être patient, silencieux, mais voilà, c'est aussi ce silence qui permet de profiter de cet univers. Quand on marche dans la forêt, dans cette jungle, il y a toute une ambiance tout à fait particulière, et c'est quelque chose d'extrêmement immersif. On va aller aussi à l'encontre d'autres populations. Donc, je vous ai parlé des Indiens, donc les Ticunas et les Matis sur ce voyage, qu'on va rencontrer d'ailleurs en arrivant presque. C'est vraiment sur la partie ouest, au niveau de Santo Antonio d'Oissa, qui est pas loin de Leticia et Tabatinga. Mais on va aussi aller rencontrer d'autres populations qu'on appelle les cabocles. Les cabocles en fait, ce sont les habitants tout au long du fleuve, c'est eux qui habitent dans les communautés, dans les villages, mais qui ne se considèrent plus comme amérindiens, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus la culture de population indienne.
Ils sont généralement d'ailleurs plutôt catholiques ou évangéliques, mais voilà, ce sont les cabocles et qui vivent dans ces zones qu'on appelle de Várzea. Ce sont les zones où les eaux vont descendre et monter. On a dans certains endroits des amplitudes qui peuvent atteindre 10 mètres. Donc, il faut s'imaginer ces amplitudes d'eau. Et ce qui fait que pendant la période des hautes eaux, ils vont plutôt vivre de la pêche. Et pendant la période des basses eaux, en fait, quand les eaux vont descendre, ça va libérer d'immenses étendues de terre. Et du coup, ça va plutôt être l'époque où ils vont faire de l'élevage bovin, notamment. Juste une petite parenthèse sur la présentation, surtout n'hésitez pas à me poser des questions, bien sûr vous avez le petit chat à votre droite, comme vous êtes habitué à le faire généralement, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y reviendrai au fur et à mesure ou éventuellement à la fin, mais voilà, je suis aussi là bien sûr pour répondre à vos questions au fur et à mesure. Donc voilà, tout au long de ce voyage, comme je l'ai dit, on va vraiment voir un petit peu en tout cas beaucoup de facettes de cette Amazonie, avec cette vie, avec ces rencontres aussi, encore une fois, avec ces populations locales. Donc là, avec les Cabocles, ici, sur cette image, c'est quelque chose d'extrêmement traditionnel qu'on va voir dans les villages. C'est cette fameuse farofa. La farofa, c'est de la farine de manioc. Il faut savoir que le manioc est extrêmement utilisé. On le mange de toutes les manières possibles. Et là, c'est donc la farofa, c'est quelque chose qui accompagne à peu près tous les plats brésiliens, extrêmement utilisés. Et c'est extrêmement bon d'ailleurs. Quand on la mange à bord, on a du mal à s'en passer. Après, on aime en manger régulièrement. Et donc, c'est cette farine de manioc qu'on va torréfier de cette manière-là, qui donne un côté croustillant. Et parfois, on peut l'aromatiser un petit peu avec des petits oignons, des petits morceaux de lard, etc. Et c'est quelque chose voilà, qu'on met généralement dans un petit pot à table et qui est un peu le remplaçant de notre pain à nous, finalement. Et voilà, qu'on vient saupoudrer un peu sur nos plats ou un peu à côté. Voilà, ça, c'est quelque chose d'excellent. Mais du coup, c'est quelque chose qui est extrêmement produit. Donc, on va voir aussi comment ça, c'est produit. Ensuite, on a beaucoup d'oiseaux, bien sûr. Et c'est cette faune aussi, donc encore une fois, les paresseux, par exemple. Les paresseux, alors qui sont très, très lents. C'est là aussi très impressionnant de voir à quel point les guides sont capables parfois de les trouver dans les arbres parce qu'ils ont un mimétisme qui est impressionnant. Et surtout, ils bougent extrêmement, extrêmement peu. Donc voilà. Et aussi des couleurs merveilleuses, vraiment avec ces couchers de soleil, avec cet effet de rayon comme ça de soleil qu'on peut observer par moment. Et ça offre des couleurs vraiment tout à fait magnifiques. Alors j'ai une petite question sur où sont les vaches pendant les hautes eaux. Alors parfois elles sont transportées ailleurs, soit elles remontent un peu plus dans les terres, il y a des grandes terres aussi, donc parfois elles remontent un peu plus dans d'autres terres, donc hors des zones inondées. Et c'est qu'en fait après on va pouvoir les ramener parce que quand l'Amazone monte, quand les eaux montent, ça vient aussi fertiliser beaucoup les sols et ça permet d'avoir des grandes zones de pâturage. Donc, je vais vous parler maintenant de l'autre voyage qui s'appelle la croisière des trois fleuves. Comme je vous l'ai dit, vraiment, la première croisière dont je vous ai parlé, celle des trois frontières, c'est un petit peu le programme phare de ce bateau, donc, qui est la Jangada, que je vais vous présenter juste après, parce qu'en termes, disons, de rencontres et de force, on est sur quelque chose de vraiment unique et très particulier. Cependant, ce second voyage qui s'appelle les trois fleuves, part de Manaus et lui aussi a quelque chose d'extrêmement fort à offrir qui est ce Rio Negro sur lequel on va naviguer principalement et qui offre des paysages vraiment uniques et une Amazonie qu'on n'imagine pas forcément, loin un petit peu justement de ces eaux marron de l'Amazone avec des paysages vraiment incroyables. Le Rio Negro, donc c'est ce qui part, c'est ce fleuve un petit peu sombre là qu'on voit qui part vers le nord et qu'on va aller explorer pendant une dizaine de jours. On va aller c'est un petit peu toujours pareil, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, la population des Cabocles, les Amérindiens, vivent autour de ce fleuve. Donc, on a toujours des opportunités et on va aller à leur rencontre. Il faut savoir que le Rio Negro a la particularité d'avoir les eaux plutôt acides, comme je le disais tout à l'heure, et ce qui fait qu'on a moins de moustiques. Donc déjà, c'est plutôt positif. Mais qui dit aussi moins de moustiques, on a une faune qui est un petit peu moins présente. On va voir un petit peu moins d'oiseaux et une faune un petit peu moins présente, mais tout de même, on va quand même pouvoir voir des dauphins roses qu'on voit passer autour du bateau, on va pouvoir voir des caïmans, des iguanes et quand même beaucoup d'oiseaux le matin et le soir. Mais voilà, il n'y a pas des singes partout, il n'y a pas une faune extrêmement exubérante, mais malgré tout des belles opportunités. Donc, on va aller à la rencontre des populations locales, aussi d'Indiens, puisque ici, sur ce voyage-là, on va aller rencontrer les Indiens d'Essano et passer un moment avec eux. Ils vont nous présenter des rituels, le rituel de bienvenue. Et c'est aussi un moment, c'est toujours pareil, c'est vraiment des choses qui sont
on vit un moment extrêmement, encore une fois, privilégié quand on est avec eux parce que voilà, on découvre une culture différente. Ils ont une connaissance, encore une fois, qui est extrêmement forte de cette nature et c'est ça qui est vraiment extrêmement intéressant. Ce voyage aussi, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a un côté extrêmement découverte de ces paysages, avec ce Rio Negro, avec cette forêt, avec ce contraste entre les eaux noires et cette forêt verte, mais aussi des plages de sable blanc, et puis aussi ces forêts inondées. Là, on le voit un petit peu derrière. Là, on est en période des hautes eaux. Ce voyage-là, il se déroule au mois d'août. J'étais à bord, alors je vais vous préciser, toutes ces photos là que je vous montre ont été prises lors de nos voyages. C'est important aussi, celles-ci sont des photos que j'ai prises moi cet été à bord. Et les photos précédentes ont été prises notamment par Justine Forest qui travaille au bureau ou Serge Guiraud qui accompagne nos voyages là-bas. Voilà aussi le type de paysage. Là, vous voyez, c'est vraiment ce dont je vous parlais, ce sont ces eaux miroirs. On est dans une espèce d'archipel d'îles. Ici, on est dans le parc national du Jaou, avec donc, des eaux extrêmement protégées, entourées par la forêt ou par des îlots de forêt. Et ce qui fait qu'on a une eau très protégée, et ça crée cet effet miroir et ça offre des paysages vraiment uniques. On aura l'occasion aussi de faire des petites sorties en pirogue de cette manière, dans cette forêt immergée. Et là, c'est quelque chose, c'est toujours un moment aussi qui est assez passionnant parce que c'est une personne d'une communauté locale qui nous accueille et qu'on va pouvoir monter à deux sur cette pirogue et pouvoir s'enfoncer dans le silence de cette forêt qui est en même temps très bruyante d'ailleurs. Et puis voilà, et puis on va passer 1 heure, 2 heures avec lui sur cette pirogue à naviguer dans cette forêt immergée. Et si on a de la chance, il faut tendre l'oreille, écouter, et puis parfois on peut avoir un singe qui peut passer au-dessus, avoir un vol de perroquet ou même un toucan. Et on est vraiment, voilà, encore une fois, immergé dans cette forêt immergée. Voilà. C'est vraiment quelque chose à vivre, c'est une expérience qui est extrêmement forte. Si vous avez déjà vécu un voyage polaire avec nous, vous avez vécu des émotions très fortes, bah, ce genre de destination, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on peut imaginer beaucoup de choses et en réalité, une fois qu'on est sur place et qu'on vit l'expérience, eh bien, on est vraiment happé par tout ça, on est subjugué par tout ça. Encore une fois, des paysages, hein, on voit la Jangada ici en fond. C'est chaque jour, on se réveille dans un endroit différent, on va dans un endroit différent, faire des rencontres, et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Cette faune dont je parlais, ici, un petit singe écureuil, quand on a de la chance, on peut s'en approcher un petit peu. Enfin, nous, plutôt, on reste statique, mais eux vont pouvoir s'approcher éventuellement un petit peu parce qu'ils sont assez curieux. Mais voilà, c'est des très belles rencontres, des très beaux moments. Aussi des très beaux moments, c'est le matin, au lever du soleil, bah, vous avez toute la vie qui s'anime avec tous les oiseaux qui quittent leur nid et qui le soir y retournent. Et c'est comme ça que hop, vous avez ce type de paysage-là. Cette photo, donc ça, c'est un perchoir à cormoran ou aigrette, et du coup, vous les voyez tout le soir au coucher du soleil qui tournent dans tous les sens et qui viennent se percher ici. En termes de paysage, dont je parlais aussi, ben voilà, c'est ces plages de sable blanc. C'est une des particularités de ce fleuve qui vient. Ben, on a vraiment sur des plages avec un sable extrêmement fin et on peut aussi en profiter. On peut se baigner aussi dans ce fleuve hein, qui a les eaux acides, donc on n'y reste pas extrêmement longtemps hein, non plus. Mais c'est une eau qui est extrêmement propre et on peut s'y baigner. C'est quelque chose d'extrêmement agréable aussi. Maintenant, je vous parlais un petit peu de cette jangada, donc la jangada, ce bateau donc, qui est sorti de chantier en 2019, que Grands Espaces a investi, a aidé à fait construire. Et du coup, ce bateau navigue donc depuis 2019. Malheureusement, comme pour tout le monde, a été impacté par la crise Covid, donc c'est arrêté pendant quasiment 2 ans pour reprendre ses activités en début 2022. Mais c'est un bateau extrêmement confortable de 24 places, 12 cabines. Vous avez les cabines qui sont au niveau du pont 1 et au pont numéro 2, sachant qu'au pont numéro 2, vous avez des grandes cabines avec baies vitrées, ainsi qu'au pont avant. Tout au dernier pont, au troisième pont, un beau bar, tout vitré aussi, qui permet des belles observations, avec des beaux espaces extérieurs aussi. Le bar, bien sûr, c'est le lieu aussi, on peut boire des excellentes caipirinhas, c'est le cocktail local, donc c'est aussi l'occasion. Mais c'est aussi beaucoup de jus de fruits le matin, beaucoup de fruits, bien sûr, et énormément de poissons après au restaurant, les poissons locaux qui sont simplement excellents. Souvent, on pense que les poissons d'eau douce ne sont pas bons, sont plutôt vaseux. Et là, on est vraiment sur des fleuves qui sont des fleuves océans. Donc, c'est des poissons plutôt carnassiers. Et c'est chaque jour, quasiment, on va manger un poisson différent, une préparation différente. Et ça, c'est vraiment excellent.
bateau, la Jangada tire son nom du livre de Jules Verne, de ce grand radeau qui descendait le fleuve avec son village installé dessus, mais c'est aussi ces petits radeaux, finalement, ces petits bateaux à voile très utilisés au Brésil. Donc c'est un bateau qui est extrêmement confortable. C'est l'avantage aussi d'avoir un catamaran, c'est qu'un catamaran bouge très peu. Il a l'avantage donc d'être extrêmement stable, même avec des vents de travers. Euh, on n'y pense pas trop, mais le fleuve, malgré tout, peut bouger un peu, parce que quand il y a beaucoup de vent et ça peut souffler très fort parfois dans ces régions, eh bien voilà, un bateau plus traditionnel peut être amené à bouger un peu plus. Celui-ci est extrêmement stable. L'avantage du catamaran aussi, c'est que ça lui offre un tirant d'eau plus faible, et c'est-à-dire qu'il peut s'enfoncer plus facilement aussi dans la forêt. Il faut savoir que la nuit, très souvent, on va s'accrocher à un arbre et le bateau va rester là pour la nuit. Donc on est vraiment collé à cette nature et à l'écouter. Des ponts d'observation, donc c'est toujours des très beaux moments aussi pendant les navigations, d'être dehors et de pouvoir profiter de ces paysages qui varient. Et comme j'ai dit, des cabines très confortables avec une décoration en bois assez simple, mais voilà, on est sur des grandes cabines spacieuses, euh, voilà, très confortables, toutes climatisées. Vous verrez qu'il n'y a pas de moustiquaires dans les cabines. C'est pas nécessaire avec la climatisation. Il faut bien dire une chose quand même, c'est qu'on est en Amazonie, il fait assez chaud. Il faut compter une humidité de 90-95% en général, qui peut atteindre parfois 100% quand le temps se couvre. Ce qui fait que dans la cabine, on met quand même un petit peu de climatisation parce que sinon il fait très chaud. Donc ce qui fait que les moustiques ne sont pas du tout un problème dans les cabines. Là, on est au pont numéro 2 et du coup, vous voyez, toutes ces cabines du pont numéro 2 ont une petite terrasse privée avec ses baies vitrées, ce qui est aussi particulièrement agréable le soir quand on navigue pendant la journée ou de se réveiller tout simplement dans un nouvel endroit chaque matin avec un paysage différent. Des espaces extérieurs, bien sûr, hein, on est dans les régions chaudes, donc c'est toujours agréable de prendre un petit verre ici ou de discuter, d'échanger, ou pendant les navigations aussi, parce qu'on a de l'air qui passe et du coup, c'est quelque chose d'assez agréable. Et voilà encore donc ces cabines qui sont spacieuses et vous avez ensuite ce bar tout vitré, très confortable aussi, ce qui est le lieu aussi des conférences de nos guides accompagnants qui vont vous parler bien sûr de cette merveilleuse Amazonie. Avant de passer à notre autre bateau qui est l'Amazon Dream, qui navigue dans une région complètement différente, je vais juste vous montrer un petit film de cet été justement sur cette Amazonie. Donc là, c'était le voyage qui était sur les 3 fleuves, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée de cette activité, de ce qu'on fait, de ce qu'on peut y voir en termes de paysage. Même si là, c'est sur les 3 fleuves, il y a une partie qui est sur l'Amazone, donc c'est aussi des choses qu'on voit sur l'Amazone. Euh, un petit peu comme de la manière de nos voyages polaires, on reste sur des voyages un petit peu expédition, exploration, ce qui fait que le programme peut être amené à évoluer un petit peu, même si là, du fait qu'on ait des rendez-vous, des rencontres avec les populations locales, généralement, voilà, on n'a pas les mêmes problématiques, on va dire, dans la région polaire avec de la banquise ou du très très mauvais temps. Mais voilà, parfois, on peut être amené à inverser une excursion. Et puis surtout, de la même manière, par contre, on essaie en général de faire 2 à 3 sorties par jour, parfois des sorties nocturnes, notamment pour aller chercher les caïmans, mais aussi parfois des sorties avant le petit déjeuner, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la vie vraiment prend vie le matin au lever du soleil, et puis très vite après, il y a la faune est plus difficile à observer. Donc ça arrive qu'on fasse des sorties un petit peu avant le petit déjeuner. On prend un petit encas, quelques fruits, un jus de fruits, et puis on part faire cette observation faune et flore au lever du soleil, donc il fait encore frais. C'est aussi particulièrement agréable. Donc voilà. Je vous montre juste ce petit film, ça vous donnera une idée un peu plus concrète aussi de cette destination.
Donc voilà donc pour ce petit film de présentation. Encore une fois, je vous expliquais qu'on avait vraiment ce côté rencontre avec les populations. Dans l'occurrence, il y avait quelques jeunes qui étaient dans le bateau, donc ils ont fait même un petit foot avec la communauté locale. On reste quand même malgré tout dans le pays du foot, c'est assez amusant parce que dans les villages, dans certains villages, vous avez parfois un terrain de football et du coup on a plein de petites communautés aux alentours, parfois de 20, 30, 50 habitants. Et puis bah, ils se retrouvent pour faire un match de foot entre communautés. C'est voilà, c'est quelque chose assez, enfin, qui est très amusant. On a vu aussi dans le petit film un petit bateau école, un bateau jaune qui est bateau école. C'est en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez parfois des villages et communautés un peu plus grandes, hein, comme j'ai dit, de 200, 300 habitants, et ça va être la seule école. Et du coup, vous allez avoir aux alentours, dans un certain périmètre, plein de petites, parfois maisons un peu isolées, mais aussi de communautés plus petites. Et ce bateau école va faire la tournée bah, de ces petites communautés pour aller chercher les enfants et les emmener à l'école. Donc voilà, c'est vraiment cette vie-là qu'on va aller rencontrer, qu'on va aller découvrir au cours de ces voyages. J'ai une question sur les guides et sur les vaccins. Alors, en termes de guides, vous avez 1 à 2 guides locaux à bord, qui sont des excellents guides d'ailleurs, qui sont francophones. Hein. Bien sûr, le bateau est 100% francophone, sauf l'équipage qui parle majoritairement portugais, même s'ils font toujours des efforts pour répondre en français. Mais vous avez quand même voilà, un accompagnement francophone donc avec les guides, notamment Raphaël, qui est un guide local pardon, qui travaille avec nous, avec la Jangada depuis de nombreuses années, depuis le départ d'ailleurs, et qui a d'excellentes connaissances sur cette région. Vous avez ensuite généralement un guide de grands espaces qui est Serge Guiraud, qui est un ethnologue et qui vient amener aussi ses connaissances particulièrement sur la partie ethnologique. Mais voilà, Raphaël sera principalement le guide côté très nature, même s'il a d'immenses connaissances aussi sur toute la partie amérindienne, parce qu'il est lui-même caboclo, amérindien, donc avec des profondes connaissances sur cette région, sur les peuples, sur cette nature, la faune, la flore, etc. Donc, ouais, il y a d'autres guides aussi qui interviennent parfois sur le bateau, mais voilà, tous avec un niveau, une passion voilà, ils sauront vous transmettre en tout cas un maximum de choses. Est-ce que j'avais une autre question? Non. Alors, je vais vous présenter donc un autre programme qui est le 3e programme qu'on offre, qu'on propose sur l'Amazonie. Cette fois sur un bateau un petit peu différent. On va changer de région. On va être cette fois sur le Tapajós, dans cette région de Santarém. Donc, vous voyez Belém tout à droite. Belém, d'ailleurs, qui est la capitale de l'État du Pará, qui est le plus grand État du Brésil. Manaus, plus à l'ouest, donc, qui est la capitale de l'État de l'Amazonas, qui est un très grand État aussi au Brésil. Et vous avez donc à peu près Santarém au milieu, là on voit la petite flèche, qui est une ville quand même de 400 000 habitants. Et on vient du coup découvrir cette région. Cette région, c'est cette région du Tapajós, du Rio Tapajós, qui a la particularité d'avoir des eaux bleues et qui viennent se jeter dans le fleuve Amazone au niveau de Santarém. Donc un peu de la même manière que ce qu'on a à Manaus avec le Rio Negro qui se jette dans l'Amazone, on va aussi avoir ce phénomène de rencontre des eaux sur plusieurs kilomètres. Mais ce qu'on va aller chercher dans cet endroit, c'est des paysages complètement uniques. On est vraiment dans une Amazonie en temps normal, disons, on n'imagine pas. Des plages de sable blanc, des eaux bleues, on est vraiment dans une région tout à fait particulière qui est vraiment unique en son genre, avec cette petite ville d'Alter do Chão aussi. Vraiment, c'est vraiment très particulier. Moi, la première fois que je m'y suis rendu, c'est vrai que c'est une région, quand on parle de l'Amazonie, bah, on n'imagine vraiment pas ce type de paysage-là, ce type de décor-là. La particularité aussi du Tapajós, de la même manière que le Rio Negro, c'est qu'on va avoir des eaux aussi qui sont relativement acides. Donc, l'avantage, c'est peu de moustiques. Donc, ça, c'est aussi très bien, parce que même le soir, on est très peu embêté. Généralement, dans cette région-là, on se fait plus piquer finalement en France que dans cette région-là. Donc, voilà, ça, c'est un avantage. Bien sûr, cette forêt est là. Cette forêt, on va pouvoir aller l'explorer aussi avec, par exemple, ces arbres géants ici qu'on va aller chercher en forêt. On va aller se balader dans cette forêt et toujours accompagné de nos guides. Rencontrer aussi les populations locales, hein, toujours. Ici, on va aller rencontrer les Indiens Munduruku, qui sont une grande communauté d'Indiens répartis dans plusieurs villages. Ce qui est intéressant avec ces Indiens, c'est que, enfin, ce qui est intéressant, comme avec tout, on va pouvoir vraiment partager un moment extrêmement privilégié, encore une fois, à leur contact au travers d'un rituel.
Mais c'est aussi, on a entendu parler d'eux il y a quelques années parce qu'ils s'étaient beaucoup battus contre la construction d'un barrage dans la région du Tapajos, et ce qui aurait complètement modifié en fait les eaux du Tapajos. Les eaux du Tapajos auraient été remplies par l'Amazone beaucoup plus profondément, ce qui fait que cette région du Tapajos où on va naviguer, l'Amazone, enfin l'Alter d'Auchan, etc., aurait complètement changé son écosystème et détruit énormément de choses, et notamment inondé aussi beaucoup de régions où les Munduruku vivent. Heureusement, ils ont réussi à se battre. Ils ont été supportés par des organisations internationales. Ils ont réussi à se battre et du coup à ce que ce barrage ne se fasse pas. Et ça me permet de rebondir là-dessus. Aussi, l'intérêt finalement, enfin, quel est l'intérêt pour eux de nous voir? Parce que, enfin, on peut se poser la question. Voilà, ils sont peut-être plus tranquilles si on ne veut pas les voir. En réalité, eux, ils sont extrêmement demandeurs d'avoir de la visibilité, qu'on parle d'eux. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen, l'un des seuls moyens en tout cas, c'est un moyen en tout cas qui leur permet de valoriser leur culture, valoriser leurs mœurs et protéger leur terre, protéger leur territoire. Vous le savez, vous en avez déjà entendu parler, bien sûr, la déforestation est extrêmement importante pour l'agriculture notamment. On a aussi les orpailleurs qui viennent détruire certaines régions. Et du coup, eux, ils se défendent avec ce qu'ils peuvent. Et c'est vrai que cette visibilité, le fait de pouvoir qu'on apporte aussi malgré tout avec nous ce côté d'activité un peu commerciale dans la région, eh bien, ça valorise un petit peu plus, eux, leur territoire et le fait qu'ils puissent le protéger. Il faut savoir que comme dans de nombreux endroits pour ces communautés indigènes, indiennes, comme dans de nombreux pays, d'ailleurs, quand il y a eu les grandes villes qui sont venues s'installer, souvent les communautés se sont un petit peu délitées et sont venues s'installer au fur et à mesure dans les villes avec les mêmes problématiques qu'on a connues un petit peu partout, c'est-à-dire malheureusement de l'alcoolémie, des problèmes de chômage, bien sûr, des personnes qui n'avaient pas de maison. Aujourd'hui, il y a quelque chose de très différent qui se passe depuis plusieurs années maintenant, depuis de nombreuses années. C'est vraiment un retour à leur culture, à leurs rituels, à leurs racines, et c'est quelque chose qui est extrêmement voyant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chefs de village, les caciques, les chamans sont extrêmement fiers de leur culture, et les jeunes aujourd'hui tendent à rester dans leur communauté. Alors après, c'est important aussi de préciser une chose, c'est qu'on est tout de même en 2023. Ces communautés indiennes qu'on va voir sont des communautés qui sont relativement isolées, mais pas complètement non plus, hein, sinon on ne pourrait pas y aller de toute façon. Ce qui fait que voilà, il peut y avoir un générateur électrique par exemple, il peut y avoir un téléphone ou une télévision parfois. Là, quand on les voit dans ces tenues-là, c'est leur tenue de rituel, donc c'est des moments particuliers, mais bien sûr, ils ne sont pas habillés comme ça tout le temps. Même si certaines, notamment les tikkunas, utilisent beaucoup plus d'habits comme ça. Là, les munduruku notamment, quand ils font pas de rituel, ils sont plutôt habillés en short. Et voilà. Par contre, c'est des personnes qui ont leurs mœurs, leur culture, leur culte, et c'est ça qu'on va aller chercher. Petite pause du coup sur les vaccins nécessaires. Par rapport à cette question, en effet, j'ai oublié d'y répondre. Vaccins nécessaires, généralement, on dit toujours de faire la fièvre jaune. Ce que je recommande, en tout cas moi, c'est de demander surtout à votre médecin. Je sais que la fièvre jaune est recommandée. Éventuellement, le traitement anti-paludisme, même si ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas vu de paludisme dans cette région du Brésil. Il faut savoir que le Brésil a lutté de manière extrêmement forte contre le paludisme et la dengue, et notamment le Zika pendant de nombreuses années, à tel point qu'ils l'ont éradiqué pendant un certain temps. Le Zika et la dengue sont revenus au fur et à mesure avec les frontières, etc. Le paludisme, c'est quelque chose d'extrêmement rare. La fièvre jaune aussi, ça reste extrêmement rare. Mais voilà, ça reste un vaccin recommandé. Pour reprendre un petit peu sur ces cultures amérindiennes aussi, beaucoup d'artisanat. J'en ai pas parlé sur les voyages de la Jangada, mais c'est de la même manière, cet artisanat qui vont nous proposer, qui vont nous montrer des artisanats qui est fait à base de bois, de noix, de noyaux, de fruits. C'est beaucoup de sculptures, beaucoup de bijoux, etc. Il y a des choses extrêmement belles. Et d'ailleurs, quand on est à Manaus, on va aussi généralement visiter une boutique d'artisanat local, donc d'artistes locaux. Il faut savoir que l'art est extrêmement fort dans cette région, la culture indienne, même chez les cabocles, donc la culture de cette forêt est extrêmement forte. Et donc cet artisanat est extrêmement inspiré et on tombe vraiment sur des pièces qui sont extrêmement jolies. Il faut savoir que cet artisanat-là, quand on achète des choses, eh bien, eux, ça leur permet d'avoir un petit peu d'argent aussi, ce qui leur permet d'avoir quelques ressources financières supplémentaires. La seule chose, c'est qu'il est important, alors ça généralement c'est dit à bord,
de ne pas acheter certains artisanats qui sont faits notamment avec des plumes de perroquet ou ce genre d'animaux, parce que déjà, on n'a pas le droit de les ramener en France, mais aussi parce que ça incite parfois un petit peu moins à la chasse à ces animaux qui sont extrêmement protégés. La faune aussi, bien sûr, qu'on va aller chercher de la même manière que sur les autres voyages. On reste dans un voyage très nature. Donc cette faune, on va passer du temps à la chercher et essayer de l'observer. Les paresseux, bien sûr, des singes, des oiseaux. Mais l'un des grands points forts de ce voyage reste tout de même ces paysages vraiment hors de tout. Là, vous voyez ces navigations avec ces grandes langues de sable. Donc encore une fois, des paysages extrêmement forts. Et donc ce voyage-là s'organise et se fait donc à bord de l'Amazon Dream, qui est ce beau bateau qui a été fait, donc, qui est tout en bois, qui a été construit en 2006 par le même architecte d'ailleurs que celui qui a fait la Jangada. Et le programme a été fait d'ailleurs par la même personne. Et il faut savoir donc ce bateau qui est tout en bois est un bateau extrêmement confortable de 9 cabines, 18 places seulement à bord. On est sur un bateau qui a vraiment les formes typiques, mais qui aussi, bon, la Jangada est unique en son genre parce qu'elle a un design, une forme complètement unique. Ce bateau a une forme plus traditionnelle, mais a un aménagement qui est complètement unique dans son standing pour cette région du Brésil. Il faut savoir que le bateau a été entièrement pas réaménagé parce qu'on garde exactement le même bateau, mais entièrement remis à neuf, on va dire, cette année. Bien sûr, comme la Jangada et comme beaucoup de bateaux et comme nos bateaux polaires, bah, ces bateaux sont restés arrêtés pendant toute la période Covid. Ce bateau a repris seulement les activités cette année. Il faut savoir que les bateaux en bois vieillissent beaucoup plus vite, surtout quand ils ne sont pas utilisés. Donc, ça demande beaucoup d'entretien. Les lattes de la coque ont dû être changées. Donc, voilà, le bateau a été entièrement remis à neuf cette année. Même des espaces ont été agrandis, des fenêtres ont été agrandies. Et on est sur un bateau voilà, vraiment très porté sur l'extérieur. Vous avez ce grand salon d'extérieur avec le bar tout au fond. On est sur des cabines tout en bois aussi qui sont grandes et aussi toutes climatisées. C'est important. On reste dans des régions où il fait quand même il fait chaud, il faut le dire. Mais donc, voilà, donc la climatisation est quand même particulièrement appréciée. Après, il faut savoir que quand on navigue sur le fleuve, on est souvent quand même avec du vent déjà, donc qui permet de rafraîchir un petit peu. Ça évite les moustiques aussi. Et puis le soir, tout de même, la température peut tomber, peut se rafraîchir un petit peu avec l'humidité notamment, et ce qui fait qu'on tombe sur des températures un peu plus agréables. Si on devait résumer un peu, je vous ai parlé de trois voyages complètement différents, dans des régions différentes. Alors voilà, je vois la question qui vient d'apparaître. Difficile de choisir entre les trois voyages. Quel voyage choisir? C'est un peu le principe, c'est un peu comme quand on part au Spitzberg, puis au Groenland, et puis chaque voyage est un petit peu spécifique. Si je pouvais faire un conseil, alors c'est très facile à dire à ma place, mais ce serait de découvrir les trois, parce que les trois se complètent, les trois offrent des choses complètement différentes. Entre les trois fleuves, on va vraiment naviguer dans cette région du Rio Negro, qui est une région qui est tout simplement magnifique. Trois frontières, qui est vraiment ce voyage avec de multiples facettes sur 1750 km, vraiment un voyage au long cours qui va permettre de découvrir plein de choses sur cette Amazonie et plein de cultures, plein de villages, de rencontres aussi, qui est sans doute peut-être un petit peu le voyage phare de la Jangada, même si les trois fleuves est un voyage qui est tout à fait magnifique et qui se complète extrêmement bien justement. Et avec du coup l'Amazon Dream ensuite, qui navigue dans une région complètement différente, où on va découvrir des choses complètement différentes. Alors, voilà, donc c'est très difficile de conseiller un voyage en particulier. C'est en termes d'affinité. Disons que si on devait résumer un petit peu, ce qu'on cherche, c'est plutôt vraiment cette rencontre avec les populations locales, vraiment ce côté très rencontre, avec tout de même de la faune, bien sûr. Ce serait plutôt, on va dire, les trois frontières sur la Jangada. Si c'est plutôt ces paysages, cette immersion un petit peu dans cette nature, ça serait plutôt, immersion, tous sont immersifs, mais peut-être un peu plus les trois fleuves. Et un petit résumé des deux, mais c'est très mal résumé finalement ce que je dis, mais l'Amazon Dream, c'est vraiment quelque chose de très à part par rapport à la destination et par rapport au lieu où on est. Dans tous les cas, il ne faut pas s'attendre à des zones désertiques. Hein. On va toujours croiser de la vie, toujours croiser des gens, parce que c'est, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, ce fleuve, c'est la zone de vie de beaucoup de monde qui vient, qui vont et qui vient.
qui viennent autour de ce fleuve, dans ce fleuve. Donc, on va voir, par exemple, le matin, quand on est à côté de petites communautés, on va voir des petites chaloupes, enfin des petites pirogues avec des enfants, ils vont à l'école, d'autres qui partent pêcher, d'autres qui vont vendre leurs poissons, etc., etc. Donc voilà, c'est extrêmement intéressant. Quelles sont les plages de température? Généralement, on va avoir des températures au plus bas, aux alentours des 22, 23 degrés. Sachant que l'humidité étant assez élevée, on ne sent pas trop, il fait tout de même chaud. Et ça peut monter à 35, 36 degrés au maximum. Généralement, c'est plutôt aux alentours des 30 degrés. C'est pour ça que les sorties, de manière générale, se font le matin, donc après le petit déjeuner, et en fin de journée, donc c'est-à-dire vers 15, 16 heures et jusqu'à 18 heures, jusqu'à la tombée du jour. Il faut se dire qu'on est quasiment au niveau de l'équateur. Donc le lever du soleil et le coucher du soleil sont tous les jours à la même heure, c'est 6 heures, 18 heures. Voilà, c'est à peu près, c'est extrêmement simple comme ça à retenir. Et donc généralement, voilà, on va essayer de faire des sorties un peu plus fraîches de cette manière-là. On va rarement sortir à 14 heures ou juste après le déjeuner parce qu'il fait trop chaud, c'est le moment où on va plutôt naviguer. Et donc plutôt vers 15h30 pour avoir un peu plus de fraîcheur. Quel voyage on voit le plus d'animaux, on rencontre le plus de population? Je conseille. Alors, le plus d'animaux, le plus de population, le plus d'animaux, c'est un petit peu, ça sera entre les 3 voyages. Finalement, on va avoir quand même pas mal de faune. Il ne faut pas s'attendre à une explosion de faune. On va en voir, mais parfois, c'est d'un voyage à l'autre, c'est des conditions qui peuvent être un peu différentes en fonction des amplitudes de fleuves, etc. Mais voilà, si c'est pour faune et population, ça va quand même plutôt le voyage des 3 frontières, donc sur la Jangada. Parce que ce voyage-là, en tout cas, il y a vraiment cet aspect très fort pour les rencontres avec les populations locales, beaucoup de villages, les communautés Tikkun à Sématis, qui est un moment extrêmement fort, qui sont des moments extrêmement forts dans le voyage. Donc c'est probablement le voyage le plus adapté. En termes de faune, encore une fois, des oiseaux, ça par contre on en voit. Les dauphins roses, c'est vrai que j'ai pas mis d'image ici, mais les dauphins roses, on en voit systématiquement, quasiment. Moi, sur mon voyage, j'en ai vu plein. Le soir, le matin, on les entend passer autour. Des singes, éventuellement, on a quand même plusieurs opportunités de voir des singes hurleurs aussi, des singes écureuils, des singes à tête noire, notamment dans le parc national du Jaou. C'est le seul endroit au monde où on peut observer ces singes-là, qui sont difficiles à observer. Les singes, bien sûr, sont assez farouches, donc difficiles à observer, mais on peut parfois les observer. Des caïmans, alors des caïmans, on va pouvoir voir des jeunes, on va pouvoir voir des plus vieux. Les jeunes, on va essayer la nuit de faire des sorties avec la lampe torche, observer leurs yeux et puis s'en approcher. Donc voilà, quand même beaucoup de faune, une grande variété de faune, surtout énormément d'espèces d'oiseaux. Ça, pour les amateurs d'ornithologie, c'est tout à fait passionnant parce qu'on voit des espèces vraiment exceptionnelles. Je recommande fortement d'emmener une paire de jumelles, bien sûr, comme dans tout voyage animalier. Ça me permet de rebondir un petit peu sur l'équipement. Il est recommandé quand même d'emmener des chaussures de randonnée, des chaussures un peu montantes. Sachez que des bottes vous sont prêtées lorsqu'on va faire des sorties où parfois ça peut être un peu boueux ou glissant. Donc les bottes peuvent être prêtées à bord, mais quand même avoir des chaussures de randonnée. Un chapeau, une casquette, c'est important aussi. On reste en forêt, donc pour éviter, ça peut protéger la tête bien sûr du soleil, mais aussi de ne pas avoir des choses qui nous tombent sur la tête. Et puis ensuite, des vêtements aussi un petit peu imperméables, kawé, poncho, parce que quand il pleut dans ces régions, il pleut extrêmement fort. Il faut bien s'en rendre compte, c'est des rideaux de douche. Ça dure jamais très longtemps, ça dure quelques dizaines de minutes, mais par contre, c'est vraiment des rideaux de douche, donc, d'eau. Donc voilà, un poncho, donc le côté un petit peu imperméable, et puis après, à bord du bateau, des tenues décontractées, pour pouvoir profiter de manière agréable des ponts extérieurs, du bateau à l'intérieur, etc. Bon, après, pas de tenue particulière à bord du bateau. Les tongs, c'est quand même pratique, les claquettes tongs à bord du bateau. On est dans une région chaude, c'est agréable d'être avec des chaussures ouvertes, on va dire. Voilà, je pense que j'ai évoqué à peu près tout sur ces voyages. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, sachez que ces voyages-là sont particulièrement uniques du fait que personne d'autre ne va dans ces régions-là. Dans l'Amazonie brésilienne, vous avez d'autres bateaux. Vous avez Liberostar notamment, qui est un bateau de 200 passagers, mais qui ne fait pas du tout la même chose. Vous avez, je crois,
certains bateaux de croisière comme Oceania notamment qui va jusqu'à Manaus. Mais voilà, vous avez des bateaux qui font des points de passage, qui viennent, qui passent, mais rien à voir avec ça. Là, vous allez vraiment avoir une immersion totale dans cette Amazonie, découvrir quelque chose vraiment d'unique. Encore une fois, j'aime faire ce parallèle avec le monde polaire parce que quand on découvre le monde polaire, on s'immerge dans un univers qu'on n'imaginait pas forcément et c'est extrêmement fort émotionnellement en termes de découverte et d'émerveillement. Et c'est la raison pour laquelle on propose l'Amazonie autant, c'est parce que on retrouve justement ces notions-là de découverte, d'exploration. C'est des régions aussi avec une histoire très intéressante. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une destination extrêmement forte. Sur les époques des voyages, est-ce que ces voyages ont toujours lieu en juillet, août, rien automne ou printemps? En réalité, c'est par rapport aux eaux. Les voyages sur 3 frontières se déroulent principalement en juillet, pour la simple et bonne raison qu'à partir de fin juillet, les eaux commencent à descendre. Et quand les eaux descendent, eh bien, on ne peut plus passer dans certains endroits. Ça oblige de faire des grandes boucles et donc de perdre beaucoup de temps. C'est pour ça que les voyages sont au moment où les eaux sont les plus hautes. Ça nous permet d'aller de naviguer de manière et de tenir le programme. D'autres voyages comme les 3 fleuves sont un petit peu plus tard, notamment en août et ensuite en septembre-octobre. On arrive au moment où les eaux descendent, donc les eaux commencent à descendre au mois d'août et sont vraiment beaucoup plus basses au mois de septembre. L'intérêt, c'est que finalement, au mois d'août, début août, on va avoir des eaux qui sont relativement hautes, peu de plages, mais par contre, ça offre des très beaux paysages avec ces forêts immergées. On va arriver au mois de septembre, les eaux seront plus basses, un peu moins de forêts immergées. Par contre, ça va offrir des paysages avec des immenses plages de sable blanc, des langues de sable qui vont se libérer, et donc un paysage de contraste extrêmement fort. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Un petit peu moins de pluie aussi en septembre, même si au mois d'août, on est déjà à une époque où la période des pluies est globalement passée. Au mois de juillet, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, on est à la fin de la période des pluies. Il peut pleuvoir. Généralement, on va avoir des ciels un petit peu tachetés de nuages, pas toujours plein soleil. Je dois admettre que quand on a le soleil qui se cache derrière un nuage, c'est pas désagréable. Mais voilà, il va rarement pleuvoir toute la journée. Ça peut arriver qu'il pleuve toute la journée, mais ça va pas être cette pluie diluvienne toute la journée. Ça va être un gros coup de pluie et puis ensuite quelques gouttes, donc ce qui n'empêche pas de faire les activités. Au contraire. Donc voilà. C'est pour ça que du coup, on n'a pas de voyage beaucoup plus tard, après en septembre jusqu'en décembre, et ni en tout début de saison, parce qu'après, on est vraiment sur la période des eaux basses et qui empêche de naviguer dans certains endroits. Donc c'est pour ça que, étant donné que nous, on va vraiment s'enfoncer dans les petits affluents, eh bien, quand il n'y a plus d'eau, on ne peut plus passer et du coup, les programmes, on ne pourrait pas les faire et ce serait extrêmement dommage. À quelle période il fait le moins chaud et la moins humide? Alors, sur nos voyages, on est, comme j'ai dit, on est forcé d'être aux époques où les eaux sont un peu plus hautes. Le moins chaud, moins humide, alors, on ne peut pas avoir les deux en même temps. Quand on va arriver à la période plutôt sèche, on a peu de pluie, mais des températures qui montent. Donc là, si on est en septembre, fin septembre, on aura les températures plus hautes, une humidité relativement moins basse. En réalité, on reste dans une région tropicale, donc on aura toujours beaucoup, beaucoup d'humidité. Moi, j'ai vécu 4 ans à Manaus. La période des pluies n'était pas la plus agréable parce que les températures baissaient un petit peu. Et la période des saisons sèches était finalement assez chaude, surtout en ville. Hein. En ville, c'est quelque chose de terrible. Le bitume, bien sûr, avec qui rejette la chaleur, c'est très très dur. En forêt, on a des températures quand même plus agréables, on va dire, qu'en ville. Donc voilà, donc c'est moins chaud et moins humide, on ne peut pas vraiment avoir les deux en même temps. Disons que septembre-octobre sera forcément voilà, un petit peu moins humide, mais en même temps un peu plus chaude. Et si on est à la période des pluies, on aura une saison un peu plus humide, mais un petit peu moins chaude. Donc à ce niveau-là, je suis un peu navré. Mais voilà, on reste dans les zones très tropicales. Et de toute façon, l'humidité est extrêmement forte. Il y a toujours cette sensation, peut-être que vous l'avez déjà vécu dans l'un de vos voyages quelque part, parce que c'est pas la seule région humide du monde, mais quand on sort de l'avion à Manaus ou à Santarém, tout de suite on a cette bouffée où on sent la chaleur, cette humidité. D'ailleurs, la transpiration, on transpire énormément là-bas, ce qui est tout à fait normal étant donné la quantité d'humidité. Il faut généralement 1 ou 2 jours pour commencer à s'habituer un petit peu.
Mais c'est pour ça qu'aussi la climatisation à bord du bateau, dans tous les... Alors, sur la Jangada, vous avez la climatisation dans tous les espaces fermés. Donc, bien sûr, hein, donc, que ce soit le restaurant, le bar et les cabines. Sur l'Amazon Dream, vous avez la climatisation dans toutes les cabines, ainsi que dans le restaurant. Et l'espace bar tout en haut n'est pas climatisé, bien sûr, ce qui est tout ouvert. Hein. Mais comme il est tout en haut et tout ouvert, le soir, il y a toujours un air frais, un air qui passe, c'est extrêmement agréable. Et de toute façon, quand le soleil commence à se coucher, même à partir de 17h, généralement, les températures sont plus agréables. Et puis en navigation, notamment, et ça c'est un point que j'ai pas dit, mais c'est un point important. En navigation, bien sûr, il y a un peu plus d'air parce qu'on a du vent qui passe, même en pleine journée. Il faut savoir que le voyage Trois Frontières, donc un voyage de 1750 km, on a de la navigation, c'est-à-dire que globalement, toutes les nuits, le bateau va naviguer. On va se réveiller chaque jour dans un endroit différent. Sur la croisière des Trois Fleuves, on fait beaucoup moins de navigation. Donc, il va arriver qu'on navigue une partie de la soirée et puis que le soir, on se mette à l'ancre ou contre un banc de sable ou contre un arbre et on y passe la nuit. Donc, ce qui fait que, comme tout bateau, on n'est pas sur les bateaux immenses, donc on a quand même un bruit de moteur qu'on n'entend pas trop. Mais voilà, c'est important de le savoir aussi. Donc, Trois Fleuves, on va parfois on naviguera pas forcément toutes les nuits. Trois Frontières, on navigue toutes les nuits. C'est un petit peu pareil pour l'Amazon Dream. C'est-à-dire que on couvre moins de distance, donc on n'a pas la nécessité de naviguer tout le temps. Voilà, je pense que j'ai couvert à peu près tous les sujets. Enfin, il y a beaucoup de choses à raconter, bien sûr. Hein. Et ce que vous apprendrez aussi à bord du bateau sont bien sûr cette faune, mais aussi toutes ces cultures, les légendes, les mythes et légendes d'Amazonie. Il y en a des dizaines à raconter qui sont tout à fait passionnants. Vous entendrez parler du Curupira, qui est l'esprit protecteur de la forêt avec les pieds inversés, qui vient perdre les gens qui traitent mal la forêt. Vous entendrez parler de la légende du Boto Rose, le fameux dauphin rose, mais qui se transforme en bel homme pour aller attirer les femmes, les jeunes femmes dans les villages. Enfin bref, il y a tout un tas il y a un folklore, une des cultures et des mythes et des légendes, et puis aussi un folklore extrêmement fort et une fierté aussi de ces populations pour leur culture et leur région qui est extrêmement fort. Et c'est ça qu'on va pouvoir découvrir dans ces voyages. Encore une fois, je fais encore une fois ce parallèle, mais dont on vient toujours changer avec un nouveau regard, et c'est ça qui est toujours intéressant. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va terminer doucement ce webinaire. N'hésitez pas en tout cas à nous appeler, à nous écrire pour qu'on puisse répondre à vos questions. Justine, que vous connaissez peut-être, a déjà fait le voyage, elle, sur les Trois Frontières. Moi, j'ai fait le voyage donc, sur les Trois Fleuves. Aurélie a fait le voyage à l'époque sur l'Amazon Dream. C'est un bateau que je connais bien aussi parce que quand j'habitais à Mano, j'ai eu l'occasion d'y aller. Donc, on peut répondre à un maximum de vos questions sur les cabines, sur la destination, ce qu'on va voir. J'ai essayé de brosser le tableau le plus précis possible. Il y a toujours beaucoup de choses à dire. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à nous contacter. On est encore une fois sur des voyages uniques que vous retrouverez vraiment nulle part ailleurs sur cette destination-là. Donc moi, à titre personnel, je ne peux que vous le recommander parce que c'est une région que je trouve fascinante aussi, comme je vous recommanderais d'aller voir des destinations polaires. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour partir à la découverte de ces régions un petit peu plus chaudes, mais tout aussi sauvages, naturelles et vraiment merveilleuses. Et puis, ça sera avec plaisir qu'on répondra à vos questions. Voilà, les programmes 2024 sont là. Il nous reste quelques places encore sur nos voyages en 2024. Donc, merci en tout cas. Vous recevrez un petit email à la fin de ce webinaire quand je le clôturerai. Vous recevrez un email avec le replay si vous souhaitez y assister une nouvelle fois ou l'envoyer à des amis. Sachez qu'il sera ensuite publié sur notre page YouTube comme toujours. Et ça sera avec plaisir. Donc, on pourra à nouveau parler. N'hésitez pas à nous contacter encore une fois pour qu'on puisse échanger sur cette belle destination. Merci beaucoup, Evelyne. Et écoutez, je comprends pour les initiations trop chaudes, mais je vous assure, on s'habitue à cette chaleur et puis ça vaut vraiment la peine aussi. Mais je comprends tout à fait. En tout cas, à très bientôt. Merci à toutes et à tous encore d'être venus ce soir, d'être présents ce soir. D'autres webinaires vont bien sûr être programmés. Vous savez, c'est
c'est quelque chose qu'on continue. Les prochaines thématiques, on est en train d'y travailler, mais beaucoup de thématiques avec d'autres intervenants aussi, pas seulement des présentations de destination, mais des présentations un petit peu plus conférencières, on va dire, pour vous parler un petit peu plus, de manière un peu plus technique, si on peut dire, de ces régions qui nous passionnent tant. Donc voilà, restez connectés à nos newsletters, à nos réseaux, et puis comme ça, vous serez au courant de ces prochains événements. Merci encore à toutes et à tous, en espérant vous voir à bord en Amazonie, dans les régions polaires ou ailleurs, ou lors de nos événements ou salons. En tout cas, ce sera toujours un plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore et à très bientôt.